Où est votre famille? Demanda le révérend Matthews, jetant un regard inquiet vers les rangées vides sur le côté gauche de la chapelle. Il était 14h15, un samedi ensoleillé à Austin, au Texas. Mon mariage était prévu à 14h. Les chaises réservées à ma famille, mon père, ma mère, mon frère Kevin et ma sœur Amanda, étaient complètement vides, comme s'il s'agissait de fantômes qui n'avaient jamais existé. Sarah, ma fiancée, me tenait le bras avec une force croissante. Ses parents, assis au premier rang à droite, chuchotaient entre eux avec des expressions de gêne et de confusion. La vingtaine d'invités qui étaient présents, tous des amis ou des collègues de Sarah, ont commencé à s'agiter nerveusement sur leurs sièges. Ils doivent être coincés dans les embouteillages. Ai-je menti, ma voix semblant plus ferme que je ne me sentais à l'intérieur. Je m'appelle Jess Hamilton et, à 32 ans, je venais de découvrir de la pire manière possible ce que cela signifiait vraiment pour ma famille. Mais alors que le révérend Matthews décidait de poursuivre la cérémonie et que Sarah souriait courageusement à mes côtés, essayant de dissimuler sa propre déception, je connaissais déjà la vérité. Ils n'étaient pas coincés dans les embouteillages. Il n'y avait pas eu d'urgence de dernière minute. Ils n'avaient pas oublié. Ils avaient simplement choisi de ne pas venir. La confirmation est arrivée pendant notre lune de miel à Cancun, grâce à une photo postée sur Instagram par mon frère Kevin. Il était à un barbecue dans le jardin de mes parents, une bière à la main, souriant à côté de la nouvelle piscine que papa avait installée. La légende disait « Samedi parfait en famille ». La date de la publication? Exactement le jour de mon mariage. Ma famille avait préféré un barbecue décontracté à la maison au jour le plus important de ma vie. Ce n'était pas de l'oubli, c'était une question de priorité. Et cette priorité, ce n'était jamais moi. Tout au long de ma vie, j'ai appris à occuper les espaces qui restaient entre les besoins les plus urgents des autres. Lorsque Kevin avait besoin d'argent pour ses aventures entrepreneuriales ratées, j'étais le fils responsable qui lui en prêtait toujours. Lorsqu'Amanda traversait ses crises hebdomadaires dramatiques, j'étais le frère qui l'écoutait en silence et lui donnait des conseils qu'elle ne suivait jamais. Lors des réunions de famille, j'étais celui qui arrivait tôt pour aider à tout préparer et qui restait tard pour nettoyer. Celui qui apportait des cadeaux bien pensés qui passaient inaperçus. Celui qui se souvenait de tous les anniversaires, diplômes et réussites des autres, mais dont les propres étapes importantes étaient systématiquement ignorées ou minimisées. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en environnement avec mention, Kevin a monopolisé le dîner de célébration en parlant de sa nouvelle idée d'entreprise. Lorsque j'ai reçu ma première promotion importante, Amanda a annoncé la même semaine qu'elle était enceinte, et toute l'attention s'est tournée vers elle. J'avais envoyé les invitations au mariage 3 mois auparavant. J'avais confirmé ma présence par téléphone, par message et en personne. Ma mère avait dit qu'elle ne manquerait ça pour rien au monde. Mon père avait plaisanté en disant qu'il allait enfin voir son fils le plus responsable réussir sa vie. Kevin avait promis d'être mon témoin, et Amanda avait même proposé de m'aider pour la décoration. Tout cela n'était que mensonge. Si vous appréciez cette histoire de dépassement de soi et de vengeance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé après que j'ai découvert la vérité sur ma famille vous laissera sans voix. Pendant que Sarah dormait à mes côtés à l'hôtel à Cancun, je suis resté éveillé toute la nuit à regarder le plafond. Je ne planifiais pas ma vengeance et je ne ressentais pas de colère. Je calculais simplement. Pour la première fois de ma vie, je voyais clairement ma place dans la hiérarchie familiale. Et c'est à ce moment de lucidité qu'une idée a commencé à germer. Une idée qui allait tout changer. Car ils ne savaient pas que j'avais conservé toutes les preuves de leurs années de négligence. Et surtout, ils ne savaient pas que j'étais beaucoup plus stratégique qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. L'appel de ma mère est arrivé le mardi suivant, alors que Sarah organisait les photos de la lune de miel sur notre ordinateur portable. Sa voix avait cette familiarité forcée qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle essayait de minimiser ses erreurs. « Jess, mon chéri, nous devons parler du week-end dernier », a-t-elle dit, comme si elle discutait de la météo. Il y a eu un malentendu. Il n'y a eu aucun malentendu, maman, ai-je répondu en gardant une voix calme. Vous avez préféré un barbecue à mon mariage. Ce n'est pas tout à fait vrai. Kevin a organisé cette réunion de dernière minute pour discuter de sa nouvelle affaire. Tu sais à quel point ces opportunités sont rares. C'était toute ma famille en une seule phrase. Kevin et ses innombrables opportunités commerciales qui ne marchaient jamais, mais qui recevaient toujours toute l'attention et un investissement émotionnel inconditionnel. À 45 ans, mon frère Kevin avait déjà échoué dans au moins 8 entreprises différentes. Une entreprise de food truck qui a fait faillite en 3 mois. Une entreprise de dropshipping qui a donné lieu à des poursuites judiciaires de la part de clients mécontents. Une salle de sport qui a fermé pour des problèmes de licence. À chaque nouveau projet, notre famille se réunissait comme s'il s'agissait de la grande découverte du siècle. Et moi, j'étais l'ingénieur environnemental stable, avec un salaire fixe et une vie prévisible.
Le fils qui payait ses propres factures, n'empruntait jamais d'argent et se présentait religieusement au dîner du dimanche. Le fil invisible. Amanda, ma petite sœur de 29 ans, s'était spécialisée dans les crises dramatiques parfaitement synchronisées. Des ruptures amoureuses qui coïncidaient avec mes présentations importantes. Des urgences médicales vagues qui survenaient pendant mes rares tentatives de passer des moments privilégiés en famille. Lors de ma remise de diplôme de 3e cycle, elle a annoncé qu'elle envisageait de déménager en Californie. Lors de ma première promotion importante, elle a révélé qu'elle envisageait de retourner à l'université. Lors du dîner où je comptais annoncer mes fiançailles avec Sarah, elle est arrivée en pleurs parce qu'elle s'était disputée avec son petit ami du moment. L'attention était toujours redirigée vers elle. Comme un aimant émotionnel qui absorbait toute l'énergie de la pièce. Mais le plus douloureux était la façon dont mes parents réagissaient à ces situations. Avec Kevin, c'était une admiration inconditionnelle pour son courage entrepreneurial. Avec Amanda, c'était une protection maternelle instinctive et une attention constante. Avec moi, c'était une attente silencieuse que je résolve mes propres problèmes sans déranger personne. Lorsque j'ai acheté ma première maison, à 28 ans, il m'a fallu 6 mois pour convaincre un membre de ma famille de venir la visiter. Kevin s'est finalement présenté lorsqu'il avait besoin d'un endroit où loger après que sa dernière petite amie l'ait mis à la porte. Amanda est venue une fois, a pris quelques selfies pour Instagram et n'est jamais revenue. Mes parents m'ont rendu visite exactement 2 fois en 4 ans. Une fois pour le barbecue d'inauguration, où ils ont passé tout l'après-midi à parler des problèmes fiscaux de Kevin. Une autre fois, lorsque leur télévision est tombée en panne pendant un match important et qu'ils avaient besoin d'un endroit pour le regarder. Sarah le comprenait mieux que moi. Au cours des premiers mois de notre relation, elle était sincèrement perplexe après les dîners en famille. « Ils ne t'ont même pas posé de questions sur ta promotion », m'a-t-elle dit un jour, alors que nous rentrions à la maison après un dimanche particulièrement frustrant. « Tu en as parlé 3 fois et ils ont changé de sujet à chaque fois. »« Ils sont comme ça, » répondais-je, déjà tellement habitué à cette dynamique que je ne la remarquais même plus. Mais Sarah, elle, la remarquait. Et après 2 ans de relation, elle a commencé à pointer du doigt des schémas que j'avais complètement normalisés. Comme ma mère oubliait toujours de me demander comment s'était passée ma journée, mais appelait Kevin tous les jours. Comme mon père s'intéressait aux loisirs d'Amanda, mais ne montrait jamais aucune curiosité pour mon travail dans le domaine de la durabilité environnementale. Comme lors des réunions de famille, c'était moi qui servais les boissons et nettoyais après, tandis que mes frères étaient les invités d'honneur. Le moment le plus révélateur s'est produit 6 mois avant le mariage. Nous étions tous réunis pour le 50e anniversaire de mon père. J'avais organisé toute la fête. J'avais réservé le restaurant, coordonné les invitations, commandé le gâteau personnalisé, rassemblé les vieilles photos dans un album thématique. Pendant le dîner, papa a fait un discours émouvant pour remercier ses enfants de tout ce qu'ils représentaient pour lui. Il a mentionné Kevin et sa créativité inspirante. Il a parlé d'Amanda et de sa personnalité rayonnante qui illuminait n'importe quelle pièce. Et moi ? Il a remercié Jess, bien sûr, presque comme une note de bas de page. Sarah m'a pris la main sous la table. Plus tard, dans la voiture, elle m'a dit d'une voix brisée, « Jess, ils ne se rendent même pas compte que tu as organisé toute la fête. » Maintenant, en écoutant ma mère essayer de justifier pourquoi un barbecue improvisé était plus important que mon mariage, je comprenais enfin quelque chose qui m'avait pris 32 ans à accepter. Ce n'était pas une question d'amour. C'était une question de priorité. Et je ne serai jamais leur priorité. « Maman », ai-je interrompu son explication sur la façon dont Kevin devait présenter son idée à des investisseurs imaginaires, « vous avez manqué mon mariage exprès. » Ne dramatise pas, Jess. Il y a toujours d'autres occasions de faire la fête. D'autres occasions. Comme si me marier était quelque chose que je faisais tous les week-ends. J'ai envoyé les invitations il y a 3 mois. Je vous ai confirmé votre présence en personne, par téléphone et par SMS. Les choses ont changé à la dernière minute. Non, maman. Les priorités ont été clairement établies. J'ai raccroché et j'ai regardé Sarah, qui avait interrompu le classement des photos pour écouter la conversation. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Jess, dit-elle doucement, je suis désolée. » Mais je ne m'apitoyais pas sur mon sort. Pour la première fois de ma vie, je ressentais quelque chose de complètement différent. De la clarté. Je me suis assis à côté de Sarah et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai créé un nouveau dossier sur le bureau et l'ai nommé « Projet Indépendance ». À l'intérieur, j'ai créé 3 sous-dossiers « Documentation »,« Contact » et « Nouveau départ ». Sarah m'a observé en silence pendant que je commençais à taper une liste. « Que fais-tu » m'a-t-elle demandé. « J'organise ma vie », ai-je répondu sans quitter l'écran des yeux. Car pour la première fois,
j'avais compris une vérité fondamentale. On ne peut pas forcer quelqu'un à vous donner la priorité. Mais on peut définitivement se retirer de la vie des personnes qui choisissent de ne pas vous apprécier. Et tandis que je tapais le premier élément de la liste, consultation juridique, changement de nom, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé auparavant en ce qui concernait ma famille. Le contrôle. Ils ne le savaient pas encore, mais ils venaient de perdre l'accès au fil le plus fiable qu'ils aient jamais eu. Définitivement. Le deuxième appel est arrivé jeudi, cette fois de Kevin. Sa voix avait cette arrogance désinvolte que je connaissais depuis l'adolescence. « Mec, maman m'a dit que tu étais contrarié à cause du week-end. Relax, ce n'était rien de personnel. » Rien de personnel. Comme si manquer le mariage de son propre frère était une question d'agenda chargé. « Kevin, vous avez manqué mon mariage pour aller à un barbecue. » C'était plus qu'un barbecue, Jess. C'était une réunion d'affaires importante. Brad avait amené des investisseurs de Dallas qui voulaient découvrir mon idée de start-up dans le domaine de l'énergie solaire. Brad, le même associé qui avait participé aux 3 dernières idées ratées de Kevin. La même personne à qui j'avais prêté $5000 il y a 2 ans et qui ne m'avait jamais remboursé un centime. Tu ne pouvais pas reporter? Kevin a ri, ce rire qu'il avait toujours quand quelqu'un remettait en question ses priorités. Jess, les opportunités comme celle-ci n'attendent pas. Ces types n'étaient en ville que pour une journée. Et je ne me marie qu'une seule fois dans ma vie. Oh, allez. Sarah est sympa, mais vous aurez d'autres moments. Les affaires, c'est différent. J'ai raccroché avant qu'il ne termine sa phrase. Sarah m'a trouvé assis dans la cuisine de notre maison, les yeux rivés sur mon téléphone. Elle venait de rentrer du travail et portait encore son uniforme d'infirmière de l'hôpital central d'Austin. Encore un appel, m'a-t-elle demandé en s'asseyant à côté de moi. Kevin. Il m'expliquait pourquoi une réunion d'affaires fantaisiste était plus importante que notre mariage. Sarah a poussé un profond soupir. Jess, je sais que c'est difficile à accepter, mais il est peut-être temps de prendre un peu de distance avec eux. Non, ai-je répondu en ouvrant mon ordinateur portable. Il est temps de tout documenter. J'ai passé le reste de la soirée à créer un tableau détaillé. J'ai commencé par les événements des 5 dernières années où ma famille m'avait laissé tomber. La liste s'est allongée plus vite que je ne l'avais prévu. Ma remise de diplôme. Amanda a annoncé qu'elle était enceinte le même jour, détournant toute l'attention. Ma première grande promotion. Kevin s'est présenté au dîner de célébration pour emprunter de l'argent afin de « sauver » son entreprise de food truck. Le jour où j'ai acheté ma maison, personne n'est venu la visiter, mais tout le monde était disponible pour aider Amanda à déménager de son appartement la semaine suivante. Mon 30e anniversaire. Annulé parce que Kevin avait besoin d'aide pour régler des problèmes juridiques liés à la salle de sport qu'il avait ouverte sans les autorisations nécessaires. Chaque entrée du tableau révélait un schéma que j'avais complètement normalisé. Ce n'était pas des coïncidences. C'était un système. Sarah lisait par-dessus mon épaule, son silence devenant plus pesant à chaque ligne. « Mon Dieu, Jess, » murmura-t-elle. « Ce sont 23 événements importants pour toi qu'ils ont manqués ou gâchés au cours des 5 dernières années. » 23. Presque un par trimestre. Et combien de leurs événements ai-je manqué? Demandai-je, connaissant déjà la réponse. Nous avons vérifié mon agenda, mes anciens emails, les photos sur mon téléphone. 0. J'avais assisté à tous les anniversaires de Kevin, à toutes les crises dramatiques d'Amanda, à tous les dîners de famille, à toutes les réunions improvisées. Toujours présent, toujours disponible, toujours légué au second plan. Vendredi, Amanda a finalement appelé. Sa voix avait ce ton de victime qu'elle maîtrisait parfaitement. « Jess, je ne comprends pas pourquoi tu en fais tout un drame. La famille s'est réunie pour soutenir Kevin à un moment important. Amanda, c'était mon mariage. Et c'était magnifique, j'en suis sûr. Sarah a posté des photos sur Instagram. Vous aviez l'air heureux. Heureux. Comme si le bonheur compensait l'absence de toute la famille. Ce n'est pas à propos des photos, Amanda. C'est à propos du fait que vous n'étiez pas là. Écoute, je sais que parfois tu te sens mis à l'écart, mais c'est parce que tu es tellement indépendant. Tu n'as jamais eu besoin de nous comme Kevin et moi. Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing. Indépendant. Comme si mon autonomie était un choix, et non une nécessité développée par des années de négligence. Amanda, vous m'avez rendu indépendant. Je n'avais pas le choix. Ne dramatise pas. Tu as toujours été le responsable de la famille. C'est ta personnalité. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mon père. Peut-être aurait-il un point de vue différent. Jess, sa voix semblait fatiguée. Ta mère m'a dit que tu étais contrarié. Papa, vous avez manqué mon mariage. Fiston, parfois,
Les choses ne se passent pas comme prévu. Kevin traversait une période difficile et avait besoin de sa famille. Et moi? Je n'avais pas besoin de ma famille à mon mariage? Une longue pause. Tu as toujours été plus fort que tes frères, Jess. Indépendant. Tu n'as jamais eu besoin que nous te tenions la main. Le même mot. Indépendant. Comme s'il s'agissait d'un trait de caractère immuable et non d'une réponse adaptative à des années d'abandon émotionnel. Papa, je voulais que vous soyez là. Et nous sommes désolés que cela n'ait pas fonctionné. Mais tu as Sarah maintenant. Kevin n'a que sa famille. À 45 ans, Kevin n'avait que sa famille, parce qu'il avait brûlé tous ses autres ponts par son irresponsabilité. Moi, à 32 ans, j'étais indépendant parce que j'avais appris que je ne pouvais pas compter sur eux. J'ai raccroché et j'ai regardé Sarah. C'est inutile, ai-je dit. Pour eux, je suis le fils qui n'a pas besoin d'attention. Sarah m'a pris la main. C'est peut-être exactement ce que tu devrais devenir. Que veux-tu dire? Jess, et si tu devenais vraiment indépendant d'eux? Complètement? Ce soir-là, j'ai recherché des avocats spécialisés dans les changements de nom. J'ai lu des articles sur les procédures juridiques, les conditions requises, les délais. Sarah s'est assise à côté de moi, m'offrant son soutien silencieux. « Tu es sûr de toi ?» m'a-t-elle demandé lorsque j'ai imprimé les formulaires préliminaires. Sarah, j'ai passé toute ma vie à être le fils commode. Présent quand ils avaient besoin de moi, invisible quand ils n'avaient pas besoin de moi. Ils veulent un fils indépendant? Je vais être vraiment indépendant. J'ai ouvert un nouveau document sur l'ordinateur et j'ai commencé à taper une liste d'actions. Changement de nom. Modification des contacts d'urgence. Suppression des bénéficiaires d'assurance. Annulation des prêts familiaux en cours. Chaque élément de la liste représentait un lien coupé méthodiquement. Sarah m'observait en silence pendant que je travaillais. « Ils finiront par s'en rendre compte », a-t-elle dit. « Bien sûr », ai-je répondu en enregistrant le document. « Mais seulement quand ils auront besoin de moi. » Et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé auparavant en ce qui concernait ma famille. Ce n'était ni de la colère ni de la tristesse. C'était du soulagement. Car pour la première fois en 32 ans, j'étais sur le point de faire quelque chose uniquement pour moi. Quelque chose qu'ils ne pourraient pas minimiser, ignorer ou rediriger vers les besoins de quelqu'un d'autre. Ils avaient passé des décennies à me former pour que je sois remplaçable. Maintenant, j'allais leur montrer à quel point j'avais bien appris la leçon. Alors que je fermais mon ordinateur portable et me préparais à aller dormir, une certitude absolue s'installa dans mon cœur. Il ne s'agissait plus d'obtenir leur attention ou leur reconnaissance. Il s'agissait de construire une vie où je n'aurais besoin ni de l'une ni de l'autre. Et ils ne découvriraient ce qu'ils avaient perdu que lorsqu'il serait trop tard pour le récupérer. Le lundi suivant, j'ai pris rendez-vous avec Rebecca Martinez, une avocate spécialisée dans les changements de nom que j'avais trouvée après des recherches minutieuses. Son cabinet était situé dans une tour commerciale du centre-ville d'Austin, suffisamment loin de mon quartier pour que personne de ma famille ne me voie entrer. Les changements de nom pour des raisons personnelles sont plus courants que les gens ne le pensent, m'a expliqué Rebecca en parcourant les documents que j'avais apportés. Surtout dans les cas de rupture familiale. Elle ne m'a pas posé de questions indiscrètes sur mes motivations. Professionnelle et directe, elle m'a expliqué chaque étape de la procédure judiciaire. Requête initiale, publication obligatoire dans un journal local, audience au tribunal, approbation judiciaire finale. L'ensemble du processus prend entre 6 et 8 semaines, m'a-t-elle dit en me remettant un dossier contenant des formulaires. Une fois approuvé, vous disposerez des documents légaux nécessaires pour modifier tous vos registres officiels. En signant les documents préliminaires, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Ce n'était ni de l'impulsivité ni de la colère. C'était une planification méthodique. Sarah m'a accompagné à la deuxième consultation. Rebecca nous a expliqué comment le changement de nom affecterait notre mariage, nos biens communs, nos assurances. Tout pouvait être ajusté légalement. « Êtes-vous sûr de cette décision ?» a demandé Rebecca, observant notre détermination commune. « Absolument », ai-je répondu. Cette semaine-là, j'ai commencé à documenter systématiquement tous les aspects de ma vie qui devaient être modifiés. J'ai créé un tableau avec 143 éléments différents. Du permis de conduire à l'enregistrement professionnel d'ingénieur. Du compte bancaire à l'abonnement à des magazines. Chaque ligne représentait un lien qui se rompait entre mon identité actuelle et ma famille. Sarah m'observait pendant que je travaillais dans la cuisine, les papiers éparpillés sur la table comme un puzzle complexe. « Jess, tu es sûre de vouloir aller aussi loin ?» Sarah, ils ont fait de moi une option pratique. Maintenant, je vais devenir indisponible. Pendant que j'organisais ma nouvelle identité légale,
ma famille continuait à fonctionner exactement comme elle l'avait toujours fait. Comme si rien ne s'était passé. Le mercredi, Kevin m'a appelé pour me demander de lui prêter ma camionnette afin de transporter du matériel pour sa nouvelle opportunité commerciale. Une entreprise de paysagisme qu'il avait décidé de créer sans aucune expérience dans le domaine. J'en ai juste besoin pour quelques heures, m'a-t-il dit, comme si le fait d'avoir perdu mon mariage n'était qu'un petit malentendu désormais surmonté. Je ne peux pas, Kevin. Je l'utilise aujourd'hui. Allez, Jess. Tu aides toujours la famille. Tu aides toujours la famille. Cette phrase résonnait dans mon esprit comme un mantra que j'avais suivi pendant 32 ans. Pas cette fois. Ai-je répondu, et j'ai raccroché. 20 minutes plus tard, ma mère m'a appelé. Sa voix trahissait cette impatience contenue qu'elle affichait lorsque je ne coopérais pas immédiatement. Jess, Kevin m'a dit que tu avais refusé de lui prêter ton pick-up. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman, j'ai des engagements. Quels engagements? Tu travailles dans un bureau. Comme si ma vie professionnelle n'avait aucune importance comparée aux besoins incessants de Kevin. J'ai des réunions importantes aujourd'hui. Les réunions peuvent être reportées. Kevin a besoin du pick-up pour impressionner ses nouveaux clients. Impressionner les clients. Avec un pick-up emprunté. Pour une entreprise qui existait depuis moins d'une semaine. Maman, la réponse est non. Une longue pause. Jess, je ne sais pas ce qui t'est arrivé depuis le mariage, mais cette attitude devient désagréable. Désagréable. Parce que je fixais des limites pour la première fois de ma vie. Il est peut-être temps que vous compreniez que je ne suis pas une ressource partagée par la famille. Ne dramatise pas. La famille aide la famille. La famille assiste au mariage de la famille, ai-je rétorqué, avant de raccrocher à nouveau. 2 heures plus tard, Amanda s'est présentée chez moi sans prévenir. Elle est entrée en affichant son expression la plus calculée et la plus vulnérable. Sourcils légèrement froncés, lèvres inférieures presque imperceptiblement avancées. « Jess, il faut qu'on parle », a-t-elle dit en s'asseyant sur le canapé comme si elle était chez elle. « À propos de quoi ? À propos de cette phase étrange que tu traverses. » Une phase étrange. Comme si fixer des limites était un caprice passager. « Amanda, je ne traverse aucune phase. Je cesse simplement d'être accommodante. Écoute, je sais que tu as été contrariée par le mariage. Mais c'était un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. C'était un choix conscient. Tu dramatises. Kevin traversait une période difficile et avait besoin de sa famille. Et moi, je n'avais pas besoin de ma famille à mon mariage? Amanda soupira avec l'exagérée patience de quelqu'un qui explique quelque chose d'évident à un enfant têtu. Jess, tu as toujours été indépendante. Tu n'as jamais eu besoin d'être validée comme Kevin et moi. Encore ce mot. Indépendante. Comme s'il s'agissait d'un trait génétique et non d'une stratégie de survie développée par nécessité. Amanda, vous m'avez forcée à être indépendante. Et maintenant, je vais l'être complètement. Qu'est-ce que cela signifie? Je regardais ma sœur, assise sur le canapé que j'avais acheté, dans la maison que j'avais acquise seule, utilisant le ton condescendant qu'elle employait toujours lorsqu'elle avait besoin de manipuler quelqu'un pour obtenir ce qu'elle voulait. Cela signifie que la prochaine fois que vous aurez besoin de quelque chose, vous découvrirez que je ne suis plus disponible. Amanda a ri, ce rire artificiel qu'elle utilisait lorsqu'elle pensait que quelqu'un bluffait. Jess, tu ne vas pas couper les ponts avec ta famille à cause d'un mariage. Je ne vais pas couper les ponts, ai-je répondu calmement. Je vais simplement cesser d'être le fils commode. Elle est partie visiblement irritée, marmonnant quelque chose à propos de mon immaturité. Ce soir-là, j'ai fini de remplir la demande de changement de nom. Jess Hamilton allait devenir Jess Morrison, le nom de famille de ma grand-mère maternelle, la seule personne de la famille qui m'ait toujours apprécié avant de décéder 5 ans plus tôt. Sarah a signé en tant que témoin, son nom soigneusement inscrit sur chaque page. Il n'y a pas de retour en arrière possible après ça, a-t-elle dit, non pas comme un avertissement, mais comme une confirmation. Je sais. Le vendredi, j'ai déposé les documents au greffe. L'employé a tamponné chaque page avec une efficacité bureaucratique, sans savoir qu'elle traitait le divorce d'un membre de sa propre famille. L'avis sera publié dans le journal local pendant 3 semaines consécutives, m'a-t-elle expliqué. Si aucune objection n'est enregistrée, l'audience sera fixée pour l'approbation finale. Je suis sorti du bureau avec un sentiment que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Ce n'était ni du soulagement ni de la satisfaction. C'était du contrôle. Si cette histoire de transformation et de limites personnelles vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car dans les jours qui suivirent, ma famille allait découvrir que le fils le plus fiable qu'elle ait jamais eu était sur le point de disparaître officiellement de sa vie. Ce soir-là, alors que je rangeais une boîte contenant de vieux documents,
j'ai trouvé une photo de la dernière réunion de famille où tout le monde semblait sincèrement heureux. C'était l'anniversaire de grand-mère Morrison, 2 ans avant son décès. J'étais à côté d'elle, nous sourions tous les deux, tandis que le reste de la famille discutait en arrière-plan. J'ai gardé la photo, non par nostalgie, mais comme souvenir. Grand-mère Morrison disait toujours que la famille, ce n'est pas seulement le sang, c'est ceux qui choisissent d'être présents dans les moments importants. Elle aurait parfaitement compris ce que je faisais. Alors que je fermais la boîte et la rangeais dans le placard, mon téléphone a sonné. C'était papa. Jess, ta mère dit que tu agis bizarrement. Que dirais-tu de dîner ensemble demain pour discuter? Dîner. Après avoir ignoré pendant des semaines l'impact qu'ils avaient eu, ils voulaient maintenant une conversation informelle pour régler les choses. Je ne peux pas, papa. J'ai d'autres projets. Quels projets? C'est samedi. Comme si les samedis leur étaient automatiquement réservés. Des projets personnels. Jess, je ne comprends pas ton attitude. Nous sommes une famille. Une famille. Le mot qu'ils utilisaient quand ils avaient besoin de quelque chose, mais qu'ils ignoraient quand j'avais besoin d'eux. Papa, les familles assistent au mariage les unes des autres. Ah, tu es toujours coincé là-dessus? Nous t'avons déjà expliqué qu'il y avait un conflit d'agenda. Conflit d'agenda. Comme si mon mariage était un engagement mineur qui pouvait facilement être reporté. Papa, il n'y a pas eu de conflit. Il y a eu une priorité. Et je n'étais pas la priorité. Jess, tu exagères. Il y aura toujours d'autres occasions de faire la fête. J'ai raccroché et j'ai regardé Sarah, qui avait écouté toute la conversation. D'autres occasions, a-t-elle répété en secouant la tête. Comme si on pouvait se marier tous les week-ends. Sarah, ils ne comprendront jamais. Pour eux, je suis le fils qui n'a jamais besoin d'attention. Alors il est peut-être temps de leur montrer à quel point tu peux être dispensable. Je me suis assis devant mon ordinateur et j'ai ouvert un nouveau document. J'ai commencé à taper une lettre que je n'enverrai jamais, mais que j'avais besoin d'écrire. Une lettre expliquant chaque année de négligence, chaque moment où j'avais été relégué au second plan, chaque fois où mes besoins avaient été considérés comme moins importants que les caprices de mes frères. 3 heures plus tard, j'avais 15 pages de documentation détaillée. Pas de colère, mais de schéma. Des preuves d'un système familial où j'étais systématiquement relégué au rôle de fils de réserve. J'ai enregistré le fichier sous le nom historique familial, documentation, et les transféré dans un dossier crypté. Ce n'était pas pour faire du chantage ou pour la confrontation. C'était pour moi. Pour valider que ma décision était basée sur des décennies de preuves et non sur une impulsion émotionnelle. Quand j'ai eu fini, il était presque 2 heures du matin. Sarah s'était déjà endormie. Je me suis assis sur la terrasse arrière, observant les étoiles à travers les arbres du jardin. Dans 6 semaines, je serais légalement Jess Morrison. Ma famille perdrait tout contrôle administratif sur ma vie. Ils ne pourraient plus me désigner comme contact d'urgence, bénéficiaire d'assurance ou référence familiale. Ils découvriraient que leur fils commode était officiellement devenu indisponible. Et pour la première fois en 32 ans, cette indisponibilité serait mon choix, et non une conséquence de leur négligence. À partir de demain, ils commenceraient à faire l'expérience de quelque chose de complètement nouveau, mon absence intentionnelle. Ils ne savaient tout simplement pas que cette absence deviendrait permanente et légalement irréversible. L'appel qui allait tout changer est arrivé un mardi pluvieux, 3 semaines après que ma demande de changement de nom ait été définitivement approuvée par le tribunal d'Austin. J'étais en train de réviser des rapports environnementaux dans mon nouveau bureau lorsque mon ancien téléphone a sonné. C'était Amanda, mais cette fois, sa voix trahissait quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Une véritable panique. « Jess, j'ai besoin que tu viennes ici tout de suite. Papa a eu une crise cardiaque. » Mon premier réflexe a été de demander des détails, d'offrir mon aide, de me précipiter à l'hôpital. 32 ans de conditionnement familial se sont automatiquement activés. Mais je me suis alors souvenu du tableau sur mon ordinateur. Les 23 événements importants de ma vie qu'ils avaient manqués. Le mariage qu'ils avaient choisi d'ignorer. Les décennies passées à être le fils commode. Amanda, je suis désolé pour papa. Quel hôpital? Austin Général. Jess, tu dois venir. Nous sommes une famille. Famille. Encore ce mot. Amanda, je vais rendre visite à papa. Mais quand vous recevrez les formulaires de l'hôpital vous demandant des informations sur vos enfants et vos contacts d'urgence, vous découvrirez quelque chose d'intéressant. Que veux-tu dire? Mon nom n'est plus légalement lié à la famille Hamilton. Officiellement, vous avez 2 enfants, pas 3. Silence complet à l'autre bout du fil. Jess, de quoi parles-tu? J'ai légalement changé mon nom pour Morrison il y a 3 semaines.
Tous mes documents officiels, mes dossiers médicaux, mes assurances vie, mes comptes bancaires. Légalement, Jess Hamilton n'existe plus. Sa respiration est devenue irrégulière. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Et j'ai découvert quelque chose de fascinant à propos des systèmes bureaucratiques. Ils sont très efficaces pour reconnaître uniquement les personnes qui existent officiellement. J'ai raccroché et je me suis rendu à l'hôpital. J'ai retrouvé ma famille dans la salle d'attente du service de cardiologie. Kevin remplissait des formulaires, ma mère faisait les 100 pas nerveusement et Amanda tenait un café froid. Ils m'ont vu arriver et un soulagement visible s'est dessiné sur leur visage. Le fils responsable était arrivé pour régler la situation. « Jess, je suis contente que tu sois venue », a dit ma mère en me serrant rapidement dans ses bras. « J'ai besoin que tu parles au médecin. Tu sais poser les bonnes questions. » « Bien sûr, maman. Mais d'abord, comment remplis-tu les formulaires familiaux ?» Kevin a levé les yeux de ses papiers, perplexe. Je liste les 3 enfants. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils vérifieront les registres officiels, ils ne trouveront que 2 enfants répertoriés pour Robert Hamilton. Amanda s'approcha. « Jess, tu étais sérieuse au téléphone ? À propos du changement de nom ? » Je sortis mon nouveau permis de conduire de ma poche. « Jess Morrison », dis-je en montrant le document. « Officiellement, depuis le 12 de ce mois. » Ma mère prit le permis, examinant le document comme s'il s'agissait d'un faux élaboré. « Jess, c'est de la folie. Tu ne peux pas simplement quitter la famille. » « Je n'ai pas quitté la famille, maman. J'ai quitté les registres officiels des Hamilton. Il y a une différence. » Kevin lâcha les formulaires. « Mec, c'est vrai ? Tu as vraiment changé de nom ? » « Tout à fait vrai. Et j'ai découvert quelque chose d'intéressant sur la façon dont les hôpitaux traitent les informations familiales. Ils se basent sur des documents légaux, pas sur des déclarations verbales. » À ce moment-là, une infirmière s'est approchée. « La famille Hamilton ? J'ai du mal à vérifier certaines informations. Dans les registres, je vois 2 enfants répertoriés, Kevin et Amanda. Mais quelqu'un a-t-il mentionné un 3e enfant ? Ma mère m'a désigné. Voici notre fils Jess. » L'infirmière a consulté son bloc-notes. « Je suis désolé, mais nos systèmes ne montrent aucun Jess Hamilton comme fils de Robert Hamilton. Avez-vous des documents prouvant le lien de parenté ? » « C'est notre fils, » a déclaré Kevin, la voix chargée d'une frustration croissante. « Je comprends, mais pour les questions médicales, les décisions d'urgence et l'accès aux informations, nous avons besoin de documents officiels. »« Monsieur, » s'adressa-t-elle à moi, « avez-vous des documents établissant un lien de parenté ?» Je lui ai montré mon permis de conduire. « Je m'appelle Jess Morrison. Je n'ai aucun lien juridique documenté avec la famille Hamilton. » La confusion sur le visage de l'infirmière fit place à une compréhension professionnelle. « Je comprends. Donc, à des fins médicales, nous reconnaissons Kevin et Amanda Hamilton comme vos enfants. Monsieur Morrison peut vous rendre visite en tant qu'ami de la famille, mais il ne peut pas prendre de décision médicale ni accéder à des informations confidentielles. » Amanda me regarda avec un mélange d'incrédulité et de colère. « Jess, c'est ridicule. Tu fais ça à cause du mariage ? Je fais ça parce que vous m'avez appris que je ne suis pas une priorité. Maintenant, officiellement, je ne fais même plus partie de l'équation. » Ma mère s'est assise lourdement sur une chaise dans la salle d'attente. « Jess, ton père est peut-être en train de mourir et tu joues avec la paperasse ? Maman, papa va s'en remettre. Mais vous avez préféré un barbecue à mon mariage. Vous subissez maintenant les conséquences d'avoir un enfant moins disponible en cas d'urgence. » Kevin s'est levé brusquement. « Mec, tu te comportes comme un idiot égoïste. Kevin, vous m'avez traité comme une option pendant des décennies. Je n'ai fait que l'officialiser. » Sarah est arrivée à l'hôpital 20 minutes plus tard et m'a trouvé assis seul pendant que ma famille discutait avec l'administration au sujet des documents familiaux. « Comment ça se passe ?» m'a-t-elle demandé en s'asseyant à côté de moi. « Papa va s'en sortir. Infarctus léger, pronostic positif. » La famille a découvert que les systèmes juridiques sont insensibles aux appels à l'émotion. « Et comment te sens-tu » J'ai regardé ma famille à travers la vitre de la salle d'attente. Kevin gesticulait furieusement en direction d'une employée de l'hôpital. Amanda pleurait au téléphone, probablement en racontant la situation à quelqu'un. Ma mère regardait tour à tour les formulaires et moi, comme si elle ne comprenait pas encore tout à fait ce qui se passait. Sarah, pour la première fois de ma vie, je ne me sens pas responsable de résoudre leurs problèmes. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? C'est libérateur. Cet après-midi-là, pendant que mon père se remettait dans sa chambre,
la véritable portée de ma décision a commencé à apparaître clairement à ma famille. Lorsqu'ils ont essayé de m'ajouter comme contact d'urgence sur les formulaires de l'hôpital, le système a automatiquement rejeté ma demande. Jess Hamilton n'apparaissait dans aucune base de données. Lorsque ma mère a essayé de m'inclure dans les discussions sur l'assurance maladie familiale, elle a découvert que je n'étais plus éligible en tant que personne à charge ou bénéficiaire. Kevin a essayé de m'ajouter comme garant d'un prêt pour payer les frais médicaux non couverts par l'assurance, mais la banque a indiqué que Jess Hamilton n'avait pas d'historique de crédit actif. Chaque tentative de me réintégrer dans les systèmes familiaux se heurtait à la même réalité bureaucratique. Je n'existais plus en tant que membre légal de la famille Hamilton. « Jess », m'a dit ma mère en m'entraînant dans un coin du couloir, « comment pouvons-nous annuler cela ?»« On ne peut pas, maman. Un changement de nom est permanent. Jess Hamilton a été légalement dissous. Mais tu peux revenir en arrière, n'est-ce pas ? » Je pourrais. Mais je ne le ferai pas. Pourquoi ? Je l'ai regardée longuement. Il y a 15 ans, elle aurait posé cette question par souci sincère pour mes sentiments. Aujourd'hui, elle me posait cette question parce qu'il fallait résoudre un problème logistique. Parce que vous m'avez transformé en une commodité familiale. Aujourd'hui, je suis officiellement devenu gênant. Jess, nous sommes ta famille. Une famille ne rate pas un mariage pour aller à un barbecue, maman. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Pour la première fois depuis des décennies, aucune justification ni rationalisation ne pouvait minimiser ce qu'ils avaient fait. Ce soir-là, tandis que papa dormait, stabilisé à l'hôpital, je rentrais chez moi avec Sarah en silence. « Ont-ils enfin compris ?» demanda-t-elle lorsque nous arrivâmes. Ils ont compris qu'ils avaient perdu tout contrôle administratif sur ma vie. Ils n'ont pas encore compris pourquoi. Et quand le comprendront-ils ? Je souris pour la première fois depuis des semaines. Quand ils essaieront d'utiliser mon nom pour quelque chose et qu'ils découvriront qu'il n'existe plus. Le lendemain, je recevrai un appel qui confirmerait exactement cela. Mais à ce moment-là, en conduisant dans les rues familières d'Austin avec ma femme à mes côtés et mon nouveau nom sur ma carte d'identité, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Ce n'était ni de la satisfaction ni de la vengeance. C'était une véritable indépendance. Ils avaient passé 32 ans à m'apprendre que je n'étais pas une priorité. Ils allaient maintenant découvrir ce que signifiait ne plus avoir accès à quelqu'un qui avait toujours été disponible. Et contrairement à toutes les autres fois où je m'étais temporairement éloigné, cette fois-ci, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Légalement, bureaucratiquement, officiellement, le fils le plus fiable des Hamilton avait disparu. Définitivement. 6 mois plus tard, l'appel le plus révélateur de tous est arrivé un jeudi matin ensoleillé. C'était ma mère, mais sa voix avait quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Un désespoir sincère. « Jess, nous devons parler. C'est à propos de l'héritage de grand-mère Morrison. » L'ironie était presque poétique. L'héritage de la seule personne qui m'avait toujours apprécié causait désormais des problèmes à la famille qui m'avait négligé pendant des décennies. « Qu'est-ce qu'elle a, maman ? Le testament te désigne comme principal bénéficiaire. Mais les avocats disent qu'ils ne parviennent pas à localiser Jess Hamilton. Dans les registres officiels, c'est comme si tu avais disparu. » Je souris en regardant par la fenêtre de mon bureau de consultant en environnement à Portland. Sarah et moi avions déménagé 3 mois plus tôt, suffisamment loin pour repartir de zéro. Maman, Jess Hamilton a vraiment disparu. Légalement, bureaucratiquement, officiellement. Mais tu es notre fils. Je suis votre fils. Mais je ne suis plus un Hamilton. L'héritage de grand-mère Morrison était considérable. Une maison à Austin, des investissements et un compte d'épargne qu'elle avait discrètement alimenté pendant des décennies. De l'argent qu'elle m'avait spécifiquement légué, accompagné d'une lettre qui disait « À mon petit-fils Jess, qui a toujours su reconnaître sa véritable valeur alors que les autres ne la voyaient pas. Jess, tu dois revenir et régler cette affaire. La famille a besoin de cet argent. La famille en a besoin. » Une fois de plus, mon existence était réduite à un besoin familial. Maman, l'héritage est à mon nom. Jess Morrison est le bénéficiaire légal. Mais tu es la même personne. Légalement, non. Et j'ai découvert quelque chose d'intéressant au sujet des héritages. Ils suivent la documentation officielle, pas les liens du sang. Kevin a tenté une approche différente lors de l'appel suivant. Sa voix trahissait une humilité forcée qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Écoute, je sais qu'on t'a fait du tort. On peut en discuter en personne et régler ça ?» « Régler quoi, Kevin ? » Toute cette situation. Tu as changé de nom par colère, on comprend. Mais maintenant, ça affecte des choses importantes. Kevin, je n'ai pas changé de nom par colère. Je l'ai changé pour plus de clarté.
Vous m'avez appris que je n'étais pas une priorité. Maintenant, je ne suis même plus une option. Amanda a fait une dernière tentative, 2 semaines plus tard. Cette fois, elle a amené les enfants à l'appel vidéo, une manipulation émotionnelle qu'elle maîtrisait parfaitement. Oncle Jess a dit sa fille de 8 ans à la caméra, « Pourquoi tu es parti? Maman dit que tu es en colère contre la famille. » J'ai regardé cette enfant innocente, utilisée comme un outil émotionnel de la même manière que j'avais été utilisé comme un outil pratique pendant des années. Je ne suis pas en colère, ma chérie. Je suis juste en train de me construire une nouvelle vie où je suis apprécié chaque jour. Amanda a repris l'appel. Jess, tu détruis la famille à cause d'un malentendu. Amanda, il n'y a pas eu de malentendu. Il y a eu une question de priorité. Vous avez donné la priorité à un barbecue plutôt qu'à mon mariage. J'ai donné la priorité à ma dignité plutôt qu'à la commodité familiale. Sarah observait ces conversations avec un mélange de tristesse et d'admiration. Un soir, alors que nous dînions dans notre appartement avec vue sur les montagnes de l'Oregon, elle a fait une remarque qui m'a profondément marqué. « Jess, tu te rends compte à quel point ton attitude a changé? Ces derniers mois, tu parles avec plus d'assurance, tu prends des décisions plus rapidement, tu occupes plus d'espace. C'est comme si tu t'étais trouvé. » Elle avait raison. Sans le poids constant d'être le fils commode, j'avais découvert qui j'étais vraiment lorsque je n'avais pas besoin de m'adapter aux besoins des autres. Mon entreprise de conseil en environnement a prospéré d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Sans les interruptions constantes pour résoudre les crises familiales, j'ai pu me concentrer entièrement sur mon travail. J'ai remporté d'importants contrats, développé des solutions innovantes et bâti une solide réputation. Sarah et moi avons acheté une maison dans les collines, avec un jardin et de l'espace pour l'avenir. Nous nous sommes fait des amis qui nous apprécient pour ce que nous sommes, et non pour ce que nous pouvons offrir. Nous avons créé nos propres traditions, des souvenirs que personne ne peut minimiser ou ignorer. L'héritage de grand-mère Morrison a finalement été transféré à Jess Morrison après des mois de procédures judiciaires. J'ai utilisé cet argent pour développer mon entreprise et créer un fonds de bourse pour les étudiants en génie environnemental, exactement comme elle l'aurait souhaité. Ma famille a continué à essayer de me contacter de manière sporadique. Toujours quand ils avaient besoin de quelque chose. Prêt, référence, résolution de problèmes. Chaque appel confirmait que j'avais pris la bonne décision. Le moment le plus révélateur est arrivé lors du premier anniversaire de mon changement de nom. Kevin m'a appelé en pleurant, ce que je n'avais jamais vu en 46 ans de vie. « Jess, mon mariage est terminé. Jennifer m'a quitté. L'entreprise a fait faillite. Je vis à nouveau chez mes parents. » Pendant un instant, mon ancien instinct s'est réveillé. L'envie d'offrir mon aide, de prêter de l'argent, de résoudre des problèmes. 3 décennies de conditionnement familial ont failli prendre le dessus. Mais je me suis alors souvenu de la chaise vide à mon mariage. Du barbecue qui avait pris le pas sur le jour le plus important de ma vie. Des 23 occasions spéciales qu'ils avaient manquées au fil des ans. Kevin, je suis désolé pour ce que tu traverses. Tu peux m'aider? J'ai besoin d'un endroit où loger, juste temporairement. Kevin, il existe des organisations et des programmes pour les personnes en situation difficile. Je peux t'envoyer quelques contacts. Jess, je suis ton frère. Tu es mon frère. Mais je ne suis plus ton recours familial d'urgence. Si ce parcours de découverte de soi et de transformation personnelle vous inspire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car des histoires comme celle-ci prouvent que fixer des limites n'est pas de la cruauté, mais de l'attention portée à soi-même. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je contemple Portland depuis la fenêtre de mon bureau agrandi. J'ai 12 employés, des contrats dans 3 États, un mariage solide et une tranquillité d'esprit que je n'avais jamais connue auparavant. Ma famille a fait de moi un enfant indépendant. Ils n'ont simplement pas compris que la véritable indépendance signifie le choix, et non l'obligation. La semaine dernière, j'ai reçu une invitation pour le 50e anniversaire d'Amanda. L'adresse était correcte, mais le nom sur l'enveloppe était Jess Hamilton. Je l'ai jeté à la poubelle sans l'ouvrir. Car certaines portes, lorsqu'elles sont fermées consciemment, restent fermées par choix. Et certaines familles, lorsqu'elles perdent quelqu'un par négligence, découvrent que certaines pertes sont irréversibles. Non par colère ou par vengeance, mais par instinct de conservation et pour grandir. J'ai appris qu'on ne peut pas forcer les gens à nous donner la priorité. Mais on peut certainement choisir de donner la priorité à ceux qui nous apprécient. Et pour la première fois en 34 ans, je suis ma propre priorité. L'indépendance qu'ils m'ont forcé à développer est devenue ma plus grande force. Et maintenant, lorsque je signe des contrats importants ou que je célèbre des réussites personnelles, le nom sur le document « Jess Morrison » représente quelqu'un qui a enfin appris sa propre valeur. Ils m'ont appris que je n'avais pas besoin de leur famille.
J'ai simplement poussé la leçon à son paroxysme.